Je suis content que Rémi soit odoré. C'est une chose épouvantable d'être l'ami de Charles Gérard. Hein? Voilà. C'est le plus grand cascadeur aiguille. Avec Delama et Jean. Merde. Rémi et Julienne, ce sont les plus grands cascadeurs et qui ont fait beaucoup, beaucoup pour le cinéma. J'espère maintenant qu'on le fera monde de la Légion d'honneur. Voilà. Bonjour Monsieur Julienne, Bonjour. merci pour votre acceptation. Ah non, c'était tout à fait raisonnable, ça. Vous avez une bonne idée, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, brièvement, pour nos internautes? Oui, absolument. Non, c'est ce qui m'intéresse, c'est transmettre ce que j'ai pu apprendre en 50 ans de cinéma, et puis en une douzaine d'années avant, dans le domaine sportif. Et le cinéma, c'est l'art de l'illusion. Et puis faire de la cascade pour la cascade, j'en ai tellement fait. J'ai mon nom à plus de 1400 génériques de films en 50 ans de carrière. Et par contre, maintenant, j'ai besoin de transmettre. Alors, à partir du moment où je vois ce qui m'intéresse, c'est de transmettre aux jeunes pousses, si on peut dire, par rapport au conventionnel. Alors, je suis véritablement hors norme, mais hors norme en espérant toujours que ce que je fais, ça va être intéressant. Et ce qui compte, c'est pas ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui intéresse les gens qui m'écoutent, les gens qui me suivent. Alors, tout ça, voilà, je suis prêt à déballer un petit peu mon sac, un petit peu beaucoup même, et pour montrer l'envers du décor. Il y a jamais rien d'écrit dans le cadre des James Bond. Alors maintenant, le prochain James Bond, vous savez qui est James Bond, la production, etc. Le héros qui gagne toujours. Et il y a 4 critères principaux à observer. C'est James qui gagne, belle fille, bel environnement et de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, à moi de phosphorer. Ce que je fais évidemment comme un fou furieux parce que comme les Américains sont quand même des maîtres dans cet art-là. Et alors je m'applique à ne pas copier, mais pas copier, c'est même pas le mot, parce que je copie ce que je trouve bien, bon, et donc où je peux exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. Et là, comme tout bon commerçant, entre guillemets, c'est de faire ce que les autres ne font pas. Donc je cherche la faiblesse du vis-à-vis, et dans ce que je trouve comme faiblesse, évidemment, je le compense parce que moi, je sais faire. Comment lutter avec la concurrence des grands trucs, puis du fou, Disney, Futuroscope, etc. Donc, ils ont des décors fantastiques, et eux, leur boulot quand même, c'est de jouer sur ça. Ils ont une réputation, mais une réputation qui coûte extrêmement cher. Et il y a une escalade, là, dans cette espèce de marketing, de commerce, là, qui est un petit peu délirante. Et là, moi, ça m'agace parce que je suis persuadé en cherchant bien, eh bien, on peut arriver à réduire ce coût dépense, ce coût fric. Et tout marche quand même avec le fric. C'est une question de fric, tout ça. Et ça, je ne veux pas révolutionner la planète, mais c'est quand même intéressant. Mais quand le fric prend le pas sur la création, alors là, ça me fait mal. Et mon boulot, quand même, ce qu'on pourrait dire, et quand même, je peux être un démolisseur de voitures, de motos, de trucs, etc. etc. Et maintenant, c'est ça. Tout ce qui est artificiel, ça fonctionne. Il y a beaucoup moins besoin de gens qui soient très, très, très costauds dans leur domaine, parce qu'on corrige tout maintenant. C'est la lumière, c'est l'action, c'est les trucs. Et on voit des trucs complètement dingues. Alors, c'est bien un espèce de kaléidoscope qui fait que là-dedans, chacun y trouve sa vie. Et le spectateur, alors donc c'est bien. Alors, c'est aussi une mode. Et cette mode-là,
il n'y a pas de raison de ne pas la faire évoluer, parce que je ne combats absolument pas ce qui est nouveau. Je m'en sers, moi aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, mais par contre, il faut s'en servir dans les bonnes conditions. Et tout ça, dans le virtuel, alors, il y a des personnes fantastiques, comme Spielberg, par exemple, mais tout le monde n'est pas Spielberg. Alors, ce qu'on voit maintenant, ce qui me heurte aussi un peu, c'est que par exemple le metteur en scène n'est pas avec ses acteurs, il est dans une pièce à côté et il a un écran de contrôle. Alors là, il faut que ça se sente tout ça. Et quand j'ai découvert le cinéma, je me disais mais comment au théâtre? Alors j'ai voulu faire du théâtre par rapport au cinéma, c'est-à-dire entrer dans le réel, sans oublier comme ça et sans virer ce qui n'est pas réel, forcément. Donc je m'en sers, c'est utile, mais à bon escient. Et encore une fois, tout le monde n'est pas Spielberg pour faire ça. Alors, mon boulot, c'est pas de détruire ce qui n'est pas bien, mais c'est d'ajouter quelque chose à ce qui existe pour que ce soit différent. Au cours de votre carrière, quels ont été les réalisateurs et les acteurs qui vous ont le plus touché, quoi? Vous savez, moi, il n'y a pas de différence dans tout ce qu'on voit. Ceux qui m'ont le plus touché, eh bien, ce sont les gens qui travaillent. Robert Hossein a dit, ah oui, le talent, mais ça veut dire, là, c'est pas les 35 heures par semaine, là, c'est les 70, 80, 90 heures par semaine, le talent, c'est ça. Mais c'est le boulot. Il y a des acteurs, par exemple, exceptionnels, comme Belmondo. Et Belmondo, se fie absolument, et comme ça, on pourrait dire que c'est l'un des meilleurs cascadeurs que j'ai connus. Alors que c'était pas sa voie, c'était pas sa vocation, mais c'était son truc. Il aimait ça. C'était un sportif. Donc, à l'aide du sport, ça amène à faire des choses quand même assez extraordinaires. Et dans le sport, le boulot, c'est c'est véritablement de se sortir du bain, c'est de sortir les tripes pour quelque chose qui, comme aurait dit Mark Twain, ils savaient que c'était impossible et ils l'ont fait. Eh bien, c'est un peu ça, c'est le dépassement de soi-même, exactement comme en sport. Alors, comme j'ai fait beaucoup de sport, alors je suis capable de comprendre ça, et le travail pour moi, c'est de le faire comprendre à ceux qui vont voir le boulot, ce qu'on cherche à transmettre. Non, à l'origine, j'ai découvert ça, le domaine du cinéma, totalement par hasard, parce que j'étais champion de France de moto, et Gilles Delamarre, qui était le fameux cascadeur de l'époque, avait besoin d'un lascar habile en moto, précis, pour faire des choses. Et donc, il a cherché quelqu'un pour doubler Jean Marais dans le film Fantomas. C'était dans les années 84, je crois. Non, 60, je dis des bêtises, 64. Et moi, j'avais à faire des choses habiles qui étaient terminées par des équipes de cascadeurs qui faisaient des choses qui me paraissaient aberrantes. C'est-à-dire des gens qui faisaient des cascades en moto sans savoir ce qu'était une moto. Et là, c'était un peu difficile à digérer pour moi, qui était quand même l'habitude de me battre quand même aux avant-postes pour être toujours le premier au premier virage. Alors, je me dis, tiens, moi, je ferais pas ça comme ça. Est-ce que vous avez des conseils, voire un dernier mot de la fin pour nos internautes, pour les jeunes qui veulent justement se lancer comme vous? Écoutez, c'est pas compliqué, C'est pas compliqué, puis c'est compliqué aussi en même temps. À partir du moment où quelqu'un veut faire son métier de la cascade, alors là, il faut être sportif, bien sûr. Physiquement, là, il faut être costaud. Et mentalement aussi. Alors, c'était pas toujours les deux pôles qui coexistaient. C'était véritablement... Mais à partir du moment où on s'embarque, alors, par contre, quelqu'un dont c'est pas dont c'est pas le but de faire de la cascade de cinéma, s'il suit la préparation pour être cascadeur, s'il la suit, lui, sans que ce soit un plan
de truc, un plan de travail, eh bien s'il suit cette formation-là, alors il aura beaucoup appris et ce sera véritablement, comme dirait Kipling, ce sera un homme, il devient un homme. Voyez, il aura véritablement acquis, parce que ce que j'entends, oh mais cette matière-là, c'est pas intéressant, jamais on aura... Alors là, c'est pas vrai, c'est complètement faux tout ça, parce que c'est quand même une espèce de gymnastique qui sort de votre gymnastique intellectuelle habituellement. Et donc, on y apprend quelque chose. Et si, dans la vie, on n'apprend rien, alors il faut mieux tout de suite se mettre un pruneau dans la tête. Hein. Un beau jour, il y a eu, pour une récompense formidable pour moi, c'est à l'occasion du Festival de Cannes, et j'ai eu le prix Vulcain du technicien, acteur, disons aussi bien le technicien prise de vue que en même temps le technicien ouvert à véritablement ouvert à tout. Et ça, c'était pour moi, je pense que c'était vraiment un aboutissement que d'avoir l'aval de ces techniciens. Petite anecdote, quand j'avais 3 ans, et je me rappelle de choses de quand j'avais 3 ans. Et j'avais mes cousins parisiens qui m'emmenaient chez ma nourrice en moto, qui me mettaient à cheval sur le réservoir. J'ai hurlé comme un veau, comme un cochon qu'on égorge, parce que j'avais la trouille bleue quand cette moto se penchait, etc. J'avais toujours peur que ça tombe, etc. Alors j'étais quand même peureux, un môme peureux. Donc je hurlais. Quand on était arrivé chez la nourrice, je hurlais encore plus fort parce que je voulais continuer. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Alors c'est un petit peu mon personnage. Et là, Claude Lelouch a très bien compris le personnage. Il dit Rémi Julien, c'est le fou furieux raisonnable. Il a dit, c'est quand même un compliment extraordinaire. Après, il a même dit, c'est le Einstein de la cascade. Alors là, je pense qu'il exagérait un petit peu, hein. Mais quand même. Et c'était, mais le plus drôle que ça, quand j'étais môme. Et depuis, véritablement, je sais pas, mais je devais peut-être pas avoir 10 ans encore. Et j'ai entendu l'une des citations d'Einstein. Et Einstein, lui, sa spécialité, c'était la relativité, si on peut dire. Enfin, spécialité. Là, je m'exprime peut-être mal. Mais c'était quand même la relativité. Et il avait résumé le tout, moi qui étais quand même le cancre à l'école. Mais je devais, moi à 12 ans, je ne savais même pas faire une division. Et j'étais quand même avec une aide, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, mais un truc parce que c'était 12 ans le passage du certificat d'études. Et donc j'avais 11 ans. Et j'ai eu une dispense pour passer mon certificat d'études alors que je ne savais même pas faire une division. Et puis, ça a fonctionné. Eh bien, c'était pour vous dire encore une fois le paradoxe que ça pouvait être. Et quand de cancre, là c'était pendant la guerre, et en fonction des réfugiés, j'étais dans une ferme de la Nièvre, et j'avais un instituteur pagnolesque. Et alors, pour arriver à faire travailler le cancre, qui n'était jamais dans les premières positions, hein. C'était plutôt aux côtés du radia et surtout déconner pour amuser les autres. Un tour d'horizon qu'on appelait le soft opening, c'est-à-dire une ouverture, mais une ouverture où il y avait des décors qui n'étaient pas finis, il y avait des choses comme ça, mais on mettait en place là. Et il y a quand même Michael Eisner, qui était le président de Disney International. Et là, j'avais affaire au numéro 3 de Disney France, qui était un Américain. Et il était choqué, mais comment, pourquoi un contrat? Je dis oui, parce qu'on a simplement oublié le premier contrat qui était inique, et là, complètement injuste, vis-à-vis de moi, c'était la création de tout ça. Mais la création, vous aviez 12 imagineurs, c'était le terme de Disney, trouvé par Walt Disney, pour les mecs qui faisaient la conception et en même temps ingénieurs et auteurs. Et donc, oui, mais ça a été oublié. Ah bon? Bah oui, mais vous aviez une équipe de 12 imaginaires de chez Disney. Alors ça avait été quand même des allers-retours avec d'abord Orlando et puis après à Los Angeles. Et puis pour arriver à ça, j'ai dit oui, mais alors si vous voulez bien, vous m'avez dit au départ, ça vous dérange pas qu'on enregistre les conversations? Et alors, si, oui, d'accord. Alors,
regardez bien ce qu'il y a sur les enregistrements et après vous me direz si ça ne mérite pas ça, ce que je vous réclame maintenant. Et alors ils ont été obligés de se plier à ça et puis et donc c'était complètement normal. Et ce qui était quand même le plus beau, c'est que le truc qu'on avait fait pour Marne-la-Vallée, ouverture 2002, meilleur indice de satisfaction, tous les numéros du parc, numéro 2, cinéma, et ils m'ont acheté pour 2005 à Orlando le même concept, vraiment point par point, exactement la même chose. Et ils ont acheté le truc pour le faire, et c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture des parcs Disney. Donc c'était pas rien. Alors, si on peut parler du futur aussi un peu, c'est de faire un parc et qui soit vraiment dévolu à l'action, mais alors pas la cascade pour la cascade, c'est avoir une histoire. Et une histoire dans laquelle il y a besoin d'action. Voilà. Et pour avoir ce besoin d'action, alors là, on ne corrige pas, on fait du vrai, on fait du théâtre par rapport au cinéma. Alors en gros, c'est ça, en 3 lignes, hein, ça peut se dire. Votre univers, la mucoviscidose, pouvez nous en parler? Vous êtes parrain? Oui, bien sûr, oui, je suis parrain. Bon, pourquoi je suis parrain? Parce que, effectivement, vous êtes dans le hors norme. Hein. Alors là, c'est un petit peu le hors norme aussi. Et c'est, il y a des gens qui sont fragilisés. Et puis, pour en parler, il faut l'avoir subi, ça. Donc, l'avoir subi, parce qu'il faudra que je vous donne aussi des documents pour ça, où j'ai 17 synopsis, où j'aurais dû laisser ma peau. Et donc, ça va être traité, ce truc-là. Et alors, parce qu'on dit, bon, évidemment, un indice, vous avez eu des accidents, vous avez des trucs, aussi bien pendant le boulot que pendant la vie normale. Et après, paf, vous avez quand même un handicap, vous avez quelque chose. Sur ce, Rémi Julienne, merci pour tout, pour votre partage. Non, moi je suis très, très, très content de ça, parce qu'à partir du moment où je peux transmettre quelque chose d'utile, par les temps qui courent, il faut prendre, hein, c'est bon à prendre. Voilà.